J'ai sillonné le pays en bus dans les années 60 pour approcher les gens. Plutôt démodé maintenant, hein? Votre femme, elle est juive, je crois, non? J'ai oublié ce qu'elle était. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous nous sommes connus dans un bus. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 31. Cette semaine, émission Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut l'être indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. S'imposer démocratiquement. Ôte-toi de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui, parti pour la guerre civile. Bombe tribale, bombe coloniale. Comment allons-nous faire pour la désamorcer ? Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Alpha Blondy. Donc il sera question de guerre civile à l'occasion de la sortie dans les salles françaises la semaine dernière du nouveau long métrage de Alex Garland, Civil War. Et ensuite nous parlerons de bagarre et de tatane en Inde à l'occasion de la sortie également dans les salles françaises mercredi dernier de Monkey Man réalisé par Dev Patel. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine flotte de la critique du Grand Ouest à ma droite, mais que à table, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Thibaut s'excuse de ne pas pouvoir être des nôtres ce soir, empêtré dans des problèmes familiaux. Bref, en un mot commençant pour le dire, il a sa mère dans les pattes. Ça lui arrive régulièrement, mais donc ça l'empêche de travailler. C'est terrible. À la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot, et vous coucoute. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Nous allons passer à avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de verre, docteur. Il m'a jeté un seau de verre dans le... Les agendas local pour commencer. Donc nous vous rappelons que dans 2 semaines, le mardi 8 mai, le jour de la victoire donc des forces alliées sur la barbarie nazie, nous allons fêter notre anniversaire, donc nos 15 ans durant cette 16e saison, avec la projection donc à 20h15 de Croix de fer de Sam Peckinpah. Un film qui se prête très bien à 8 mai, justement. Exactement. Un film avec plein de nazis. Exactement. Plutôt des gars de la Wehrmacht, mais il y a quelques nazis qui traînent dans le coin, et des officiers prussiens, tout ça, mais bref... Notion du côté des bad guys, quoi. Exactement, plutôt du côté des bad guys sur le front russe. Et avant, nous vous enregistrerons à l'Arvor également une émission rétrospective de nos 15 années de cinéma 2008-2023. Voilà, nous ferons un petit peu, non pas un top parade, mais en tout cas les choses qui nous ont les plus marquées durant ces 15 ans de cinéma. Voilà, on recyclera nos blagues. On recyclera nos blagues et nos anciens chroniqueurs et animateurs qui seront également là avec nous. Sinon, toujours En attendant Godard et Autopromo, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, le 19 mai prochain, nous aurons la joie de vous proposer Collatéral de Michael Mann, un des plus beaux films sur Los Angeles la nuit. Et les voitures. Voilà, avec Tom dans toute sa splendeur, bien évidemment. Donc très hâte de revoir ça en salle. Je me rappelle d'une bonne baffe dans la gueule en 2004 quand c'était sorti. Sapristi, 20 ans déjà. Eh oui. Sinon, ce week-end, toujours au cinéma Arvor, a lieu la convention cinéphile, la 4e du nom, donc à partir de 10h du matin, où plusieurs éditeurs vidéo ludiques et audiovisuels, enfin plutôt audiovisuels que vidéo ludiques d'ailleurs, viendront présenter et proposer à la vente leurs divers produits, donc justement ils viendront vendre leur cam. Voilà, vendre leur lessive. Donc il y aura Rimini, Intersection, Spectrum Film, mais aussi des magazines comme Capture Mag et différentes projections durant la journée, notamment le formidable Matewan de John Sayles et Police fédérale Los Angeles de William Friedkin. Sinon, ce jeudi à l'Institut Pasteur, le camarade Jules Topoc présente sa nouvelle conconférence après
après donc la conférence sur Mel Gibson, la conconférence sur Rocky et celle de Romer à Romero. Donc là, elle sera consacrée au plus grand cinéaste allemand, Rainer Werner Fassbinder. Donc voilà, où Jules a été en résidence pendant 3 mois et s'est tapé toute la filmographie de Vaste Werner. programme, vaste Donc les programme. 40 films, les séries télé, quelques pièces de théâtre et un sacré paquet de bouquins pour traiter tout ça. Donc venez nombreux et nombreux à l'Institut Pasteur à Rennes à 18h30 pour parler de Fassbinder. Sinon, dans le cadre des sorties nationales, demain, eh bien, donc, il y a un film Frères avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal. Ça promet encore de la subtilité de jeu. Voilà, que nous n'irons pas voir. Que nous n'irons vraisemblablement pas voir. Ça sent un peu le cancer, quand même, tout ça. Enfin, le cancer actoral, bien évidemment. Oui, c'est ça, le trou figural. C'est exactement. Sinon, il y a encore un biopic, cette fois sur Amy Winehouse, Back to Black, par Sam Taylor Johnson. Qu'on n'ira pas voir non plus. Qu'on n'ira pas voir non plus, mais bon, peut-être que bientôt on aura un biopic de Kenji Girac qui s'est pris une balle hier soir. Parce qu'il nettoyait apparemment son propre fusil. À 5h du matin. À 5h du matin. Voilà, une balle dans le thorax, Voilà. ça c'est normal quand on nettoie son arme. Mais bon, c'est la vraie gitanerie de Saint-Astier. On n'a rien vu, on n'était pas là. De toute façon, il ne s'est rien passé. Donc on parlait de qui ça? Voilà, mais en plus, l'arme a été retrouvée genre à plusieurs dans un dizaines buisson, de enfin mètres bon, dans un bref, buisson. bref. Une belle histoire comme on aime. En tout cas, Kenji regagne de la street credibility. Ah, ça, grave. Également. Ah bah, c'est notre c'est pas notre Tupac, c'est notre, Oui, c'est notre 50 Cent. c'est notre 50 Cent, ouais, c'est notre 50 Cent. Voilà, on a les 50 On lui Cent. souhaite bon rétablissement, Oui, parce qu'on n'est pas oui, cruel. non, Quand même. non, On lui souhaite bon rétablissement. On n'a rien contre ce brave garçon, puis on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec les gitans de Dordogne. Non, même. pas du tout. Voilà, sinon, au rayon des horreurs, il y a le nouveau film d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, Le Mangeur d'âme, voilà, qui continue, bon an, mal an, leur petit bonhomme de chemin. D'accord. Voilà, on leur souhaite bien du plaisir. J'aime pas leur film, mais les garçons sont très sympathiques. Bah oui. Voilà, sinon, il y a le nouveau long métrage documentaire de Steve McQueen, Occupied City, de 4h26, qui malheureusement, je crois, ne passe pas à Rennes sur les révoltes à Amsterdam. Donc ça promettait, en tout cas, d'être très bien. Sinon, il y a un film de Racket Keket Challengers de Luca Guadagnino qui avait réalisé donc le Comic Bar Your Name et le remake de Suspiria, donc film sur le tennis avec l'actrice pour pub ou Vogue ou en tout cas pour couverture de magazine, donc Zendaya. Ouais, que je connais pas du tout. Qui joue dans les dunes et jouait dans. Ah oui, non, mais apparemment là il y a les côtés apparemment. La série Euphoria, tout ça. D'accord. Okay. Voilà. Ok. Voilà, bon, mais vraiment, elle est trendy, c'est une jeune actrice trendy. Exactement, elle est très très trendy. Sinon, il y a un documentaire sur les vieux, donc qui parle des vieux visiblement. Qui s'appelle Les Vieux. Qui va exactement, au moins c'est tout un programme. Et toujours dans la vieux-exploitation, donc un film de vieux-exploitation, N'avoue jamais, avec une partie des castings de Robert Guédiguian ou Alain René, puisqu'il y a Sabine Azéma, André Dussolier et Thierry Lhermitte. Tout un programme, ça promet. Un programme chargé, effectivement. Exactement. Des couches confiance aussi, qui sont bien chargées. Exactement, j'ai vu un autre film de vieux-exploitation hier, Noël joyeux, avec Emmanuel Devos et Franck Dubosc qui accueillent des vieux à Noël chez eux. Voilà, un film plein d'humanité. Non mais arrêtez de rendre des vieux. Franck Dubosc persiste à porter des pulls à col roulé moulant, alors que disons qu'il a des man boobs quoi. Il a 55 ans. Voilà, il porte beau encore. Vous ne m'entendrez pas dire du mal de Franck Dubosc. J'ai beaucoup de sympathie pour ce garçon. Il porte beau encore, donc ça va. Voilà, exactement. Donc plein de choses dont nous ne parlerons pas la semaine prochaine. Si d'ailleurs il y a une émission en direct, peut-être qu'ils seront perturbés par ces choses qu'on appelle les vacances et puis l'arrivée de la grève pour la fête des travailleurs et des travailleuses du 1er mai. On verra, mais en tout cas on aura quand même une émission, mais peut-être de la ZICMU, n'est-ce pas ? C'est possible. On va passer à la section critique de cette émission. On va se diriger vers le pays de la démocratie, les États-Unis d'Amérique. On va parler de guerre civile. You ever notice that the guys who do that, the Blairs, the Glasses, the Kellys, they always start with something small. You know, just a little quote that they clean up. And then it's a whole anecdote. And pretty soon they're seeing some amazing shit. They're the lucky ones who just happen to be standing on the right street corner in Tel Aviv when the pizza joint blows up and a human head rolls down the street with the eyes still blinking. The pictures were sent to him. The police have confirmed. It always starts with something true. Something confirmed. But then you got a son of a bitch who just happens to be walking in the Guilford entrance when the mysterious gray van comes. Gus. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc c'était Edwin Starr avec The War entouré par 2 extraits donc de la série The Wire de la saison 5 où il est question de journalisme car donc Civil War de Alex Garland, production A24 s'il en est et ça se voit évidemment
parfaitement marketé, vendu comme un blockbuster adulte, un film spectaculaire mais en même temps très engagé et très engageant sur les problèmes du monde contemporain. Ouh là là, ça promettait monts et merveilles, mais c'est réalisé par Alex Garland qui, comme je le disais la semaine dernière, a oscillé entre des films pas terribles et des films pas ouf, puisque donc après avoir scénarisé quelques films pour Danny Boyle, notamment 28 jours et 28 semaines plus tard, il avait réalisé donc son premier film Ex Machina, film de SF lo-fi avec Oscar Isaac et Alicia Vikander. Puis il avait continué avec Annihilation, film de SF qui se voulait spectaculaire mais qui était aussi sacrément lo-fi avec Netflix, avec Nathalie Portman, oui je crois exactement. Et ensuite il y a 2 ans il y avait le film Men qui n'avait pas convaincu ici beaucoup, que je n'ai pas vu, malgré, comme souvent chez Alex Garland, quelques scènes éparses qui sont assez intéressantes en termes de mise en scène, voire parfois en termes d'écriture. C'était quand même globalement, ça faisait un pchit, comme dirait notre ami Chirac. Et donc Civil War, eh bien c'est un petit peu la même chose déjà, parce que donc le film n'est pas du tout vraiment un film sur une guerre civile, mais plus un film sur le journalisme. En tout cas, je me suis dit aussi. En tout cas, ça se voudrait un film sur le journalisme et sur les reporters de guerre notamment, dont on avait parlé ici il y a quelques semaines à l'occasion de la sortie du fabuleux documentaire 20 jours à Mariupol. Là, clairement, ça ne boxe pas dans la même catégorie. Comme quoi le réel a parfois encore une longueur d'avance sur le monde de la fiction, et donc ça nous parle d'une guerre civile a priori dans un futur proche aux États-Unis d'Amérique, visiblement à cause d'un président fasciste qui est une critique à peine déguisée de Donald Trump, comme c'est original et comme c'est osé, mais pourquoi, comment, on ne saura jamais vraiment les tenants et les aboutissants de cette potentielle guerre civile sur le sol américain, où quelques États ont fait sécession, donc a priori la Californie et puis le Texas, notamment l'Alliance de l'Ouest. Donc déjà que 2 États aussi différents puissent faire sécession contre un État fasciste me semble hautement improbable. Ce serait plutôt 2 États qui pourraient éventuellement se faire la guerre. Et surtout, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Le Nouveau-Mexique, alors on peut supposer quand même que c'est un film comment dire, il y a une partie de l'armée en fait qui a fait sécession. Oui, voilà, on peut supposer que c'est plutôt ça en fait, la sécession, quoi, et donc en fait, au départ, quoi. Ce serait des bases militaires en Californie, au Texas, qui seraient indépendantes. Du coup, dans le film sur les derniers jours de la guerre, parce que donc les forces sécessionnistes contre les forces légitimes avanceraient de plus en plus sur Washington pour capturer donc le président. Et c'est alors qu'une équipe de reporters, où il y a Wagner Moura, qu'on avait découvert dans les films de José Padilla, Tropa de Élite, et Kirsten Dunst, donc lui plutôt le journaliste écriture on va dire, et elle la photographe de guerre, vont décider de partir. Ils partent du nord du pays, de New York en fait. Ils partent de New York, voilà, pour aller jusqu'à Washington. Ils vont emmener avec eux dans leur périple un vieux de la vieille et une jeune rookie qui rêve d'être photographe et qui donc va un peu truander pour embarquer avec eux, et ça va être leur périple en voiture, où a priori on devrait voir les différentes strates de la guerre civile en cours, en rencontrant quelques énergumènes bariolés, quelques situations de crise, oulala, avant d'arriver donc à Washington pour le grand final dans le Grand 8. Et bien donc de tout ça il n'en sera pas vraiment question, parce que c'est un film qui voudrait traiter plusieurs choses et a réussi l'exploit de ne pas les traiter. C'est à la fois un des films qui se voudrait politique les plus vides que j'ai pu voir de ces dernières années, et un des plus mauvais films que j'ai vus sur le journalisme. Et pourtant Dieu sait qu'il y en a des films sur le journalisme, notamment chez les Américains. C'est quasiment un sous-genre en soi, que ce soit le film d'enquête ou justement les films sur la presse, des films sur la presse, des films sur le reporter de guerre. Il y a comme par exemple Le Salvador de Oliver Stone, il y a des documentaires de Wim Wenders, tout ça. Il y a quand même pas mal de choses. Et sur le monde de la presse, il y a Network, sur le monde de la presse de manière générale, que ce soit chez Samuel Fuller, donc dans The Wire, c'est souvent un sujet qui passionne et qui de manière générale, ça arrive à faire des films qui, s'ils ne sont pas toujours très bons, sont au moins toujours hyper intéressant, parce que ça pose évidemment des questions de morale, des questions de distance. Et puis il travaille le mythe du 4e pouvoir, en fait, c'est ça. Qui est un mythe qui existe en France, mais de manière beaucoup moins prononcée qu'aux États-Unis, où il y a vraiment cette idée, mais parce que ça a eu lieu aussi dans la réalité, parce qu'ils ont aussi une histoire de révélation, de scandale par la presse qui font tomber. Voilà, c'est un pays où la presse peut faire tomber le président, quoi. Exactement. Ce qui n'est pas le cas, à mon avis, dans un pays comme la France, par exemple. Non, parce qu'en France, si les hommes politiques tombaient à cause de scandale, ça se saurait. On n'aurait pas des pointeurs en place au ministère, par exemple.
Et donc, je trouve ça donc effectivement raté par plein de points de vue parce que c'est un film qui se voulait ambitieux et qui finalement n'est que de l'eau tiède. C'est un film qui essaye constamment d'éviter le moindre problème, la moindre polémique, que ce soit dans la monstration de la guerre civile, parce que à défaut de expliquer les tenants et les aboutissants de cette crise, qui dit oui, c'est juste parce qu'il y a un fasciste au pouvoir, donc du coup certains États font sécession. Si c'était aussi simple que ça, il y aurait des guerres civiles tout le temps en Occident, ce qui pour le coup n'arrive pas. Alors après, moi je trouve qu'il y avait une piste qui était pas mal, moi je trouve quand même, qui était la piste du fait que les personnages finissent par se tirer dessus, on finit pas plus trop savoir qui est qui en fait dans cette histoire. Oui, c'est la question de quel genre d'Amérique. Voilà, et effectivement, on sent bien qu'il retient sa main, quoi, parce qu'il n'a pas envie d'être accusé d'être par les Trumpistes justement. Bon après, c'est pour ça que je dis que c'est un film timoré, c'est un film tiède. Ouais, c'est un film démocrate, quoi. C'est un film démocrate. Alors c'est bizarre parce qu'il est britannique, Alex Garland, donc on pourrait attendre effectivement quelque chose d'un peu plus mordant de sa part, quoi. Mais quelque part, je peux comprendre quand même, parce que c'est vrai que je pense la tension est quand même assez forte, quand même entre les deux parties de la population aux États-Unis, entre les fans de Trump et puis les démocrates, et moi c'est polarisé, comme on dit sur alors France après tu Info. me diras, à ce moment-là il a qu'à faire un autre film, il a qu'à pas se lancer dans un truc s'il a peur pour son cul après, ou s'il a peur de se faire troller sur internet, je sais pas exactement. En fait, en regardant le film, moi je me suis dit c'est marrant, ça fonctionnerait bien en mini-série, tu vois, parce qu'on aurait besoin d'en savoir plus en fait sur ce monde-là, quoi. On aurait besoin de savoir exactement depuis quand ça dure, tu vois, et le fait de garder le flou, d'étoffer déjà le contexte. Ouais, et le fait de garder le flou, c'est pas inintéressant en soi, mais ce serait inintéressant par exemple pour un premier épisode. Et après on commencerait et là on sent bien qu'il garde le flou parce que il veut se fâcher avec personne, quoi, finalement. Parce que pour le coup, j'ai revu du coup la semaine passée l'excellent film de Joe Dante qu'il avait fait pour la télé, pour HBO en 1997, The Second Civil War, la deuxième guerre de sécession, donc en français. Vu au cinéma, je crois 99 ici à Rennes. Film absolument incroyable, super pour le film, coup d'écriture, avec pareil gros cast, de grosses ambitions sur sur l'État d'Idaho qui fait sécession et qui refuse. Mais sous un angle qui est l'angle de la comédie satirique, alors que là c'est super sérieux. Et c'est super sérieux aussi sur le métier de reporter et pareil, là il y a une c'est piste... super sérieux, mais ça rate sa cible aussi, ça passe à côté. Je trouve que là il y avait une piste qui était intéressante, c'est l'idée de la transmission. Comment cette femme qui est un peu revenue de tout, qui est interprétée par Kirsten Dunst, se trouve finalement qui fait sa tête de droupie pendant tout le film. se trouve finalement un relais chez une femme plus jeune en qui elle se voit, quoi. Puis qui est vraiment le prototype de la petite nénette qui n'en veut, et qui est vraiment genre une meuf à qui t'as envie de foutre des tartes parce qu'elle se bat avec son appareil photo argentique, justement, contre la mode du numérique, gna gna gna. Oui, après, effectivement, il y a ce côté un peu poseur. Ce côté à 24, quoi. Oui, et puis le fait que, même en termes de crédibilité, d'une manière générale, normalement, s'ils avaient été sérieux, ils auraient dit, mais non, mais vous venez pas, en fait. Vous venez pas parce que c'est les journalistes les moins professionnels que j'ai il y a moyen de prendre des balles dans la tête, que non, mais pareil, quoi. Alors ça aussi, tu vois, pareil, ça pourrait être, ça aurait pu. T'as l'impression que ils sont présentés comme des vieux routards justement du journalisme qui ont été au Rwanda, au Burundi, en Irak, dans les différents bourbiers en fait de guerre, et là ils semblent découvrir que oh là là, mais des gens se tirent dessus, mais c'est la guerre civile parce que c'est le même peuple mais qui s'aime pas, oh là là, mais la guerre ça tue, incroyable. Ouais, non mais oui, et tu sais à quoi ça m'a fait penser comme film? Moi ça m'a fait penser à Jarhead. Ah oui, de Sam Mendes. C'est pareil, le film de guerre, mais tu sais qu'il sent bien qu'il veut pas qu'il veut pas y toucher. Ouais, il veut pas rentrer dans le genre. On veut pas faire du spectaculaire. Voilà, on veut pas faire du spectaculaire, et donc du coup, on va finalement faire comme les personnages, c'est-à-dire qu'on va passer par des routes détournées en fait pour arriver où on veut arriver. Bon. Il y a quelques scènes qui sont bien. Enfin, moi, je veux dire, il y a quelques scènes que j'ai pas détestées. Mais tu vois, par exemple, globalement, en plus, c'est un film qui aurait la tentation d'éviter tout le côté spectaculaire d'un film hollywoodien. Par exemple, la scène, et du coup, il ne sait pas les conclure. Par exemple, la scène avec Etienne Cadoret qui arrive, Jesse Plemons, donc qui est un super acteur qui en général sauve un peu les films quand même. Tu dis putain super, il est là, et puis donc effectivement la scène commence bien, il est pris en otage, il demande what kind of American are you, machin, nanana, et comme il sait pas conclure cette scène dramatique qui pourrait se terminer justement sur
un véritable drame, on va dire, pour tous les personnages Mais il principaux. aurait fallu la faire durer un peu Voilà, plus. et en cette fait, scène-là. il fait le truc qu'on fait dans Aquaman, quand on sait pas conclure une scène de discussion, on fait péter un truc et hop, on passe à autre chose. Et là, c'est exactement pareil. C'est le truc finit sur une genre de pirouette ou bouf. Mm. Et du coup, toute la tension, tous les enjeux pour le coup du récit qui pourraient être mis en place en Ouais. une seule scène et prendre un petit peu corps, il les arrête. C'est un film qui refuse absolument l'excitation. Ah oui, il faut pas que ça soit fun. Non, on non. sent bien qu'il faut pas que ça soit rigolo. quoi. Un film d'un mec qui se tire une balle dans la bite dès qu'il sent que ça va être oh là là. Oui, mollo, oui, quoi. non, c'est un film pour pour froncer les sourcils et soupirer, quand voilà, même. et soupirer en faisant ah, what a world. Ouais, oh là là. C'est ça. On Ouais, vit mais- vraiment alors dans une après, société. tu vois, visuellement, c'est pas mal foutu. Moi, je trouve qu'il y a Il y a des moyens quoi. Je trouve, mais tu vois, par exemple, il y a des scènes. À un moment, ils se retrouvent dans une espèce de camp de réfugiés, dans une espèce de stade. J'avais envie d'aimerais bien en savoir plus. Moi, tous ces gens-là, d'où ils viennent, comment Oui, est-ce alors que là, comment est-ce qu'ils font pour se défendre. Enfin, alors que là, t'as juste l'impression que les mecs ils vont au camping quoi. ouais, et puis pareil, l'espèce de ville parfaite américaine où t'as des mecs sur le toit. Ok, tu peux avoir des mecs sur le toit, mais enfin. Donc tu vois, en fait, il y a plein, je trouve qu'il y a des bonnes idées en fait, quoi. Mais c'est vrai que Alex Garland, en fait, c'était Annihilation, c'était déjà ça hein, pour moi. C'est-à-dire que ça pose quoi. Voilà, c'est un peu poseur tout ça quoi. Et c'est vrai que ça, c'est pas un mauvais metteur en scène, mais je pense qu'il est en train de se enfin, tu vois, c'est l'école de Christopher Nolan quoi pour moi quoi. C'est-à-dire regardez. Serious shit. Ouais, regardez. Regardez, moi je rigole pas quoi. Je rigole pas. Je fais du cinéma sérieux. Voilà. Bon. Tu as le droit de mettre un peu d'humour dans tout ce que tu fais aussi, de mettre un peu d'absurdité, un peu de surréalisme, tu vois. Là, voilà, bon, là c'est un manque de satire en fait, et comme il veut. Non mais c'est faire un joli. truc- Après c'est un joli produit quoi. Et tu vois, mais qu'on vienne pas nous faire croire ouais. que c'est la subversion quoi. C'est ça quoi, tu vois. Enfin, parce Et que à c'est la aussi fin, par subversif exemple, qu'un quand jeu du coup, Ubisoft quoi, tu vois. ils arrivent à Washington puis qu'ils se rapprochent de la Maison Blanche justement au tournage. Alex Garland racontait qu'en gros il a laissé l'armée qui faisait les figurants puis qui ramenait leurs flingues. Et puis leur tank machin, en gros, gérer le truc et puis gérer l'assaut. Et puis lui, Garland était en train de filmer. Du coup, c'est le seul moment où tu crois un petit peu à ce qui se passe. Mais du coup, il tombe dans les travers qu'il voudrait dénoncer en grand artiste qu'il est sur le spectaculaire, la militarisation. Et pour le coup, c'est la seule scène qui, je Le trouve, voyeurisme, fonctionne à peu près en termes de mise en scène. Même si tu tombes sur les trucs lourdingues de PTSD, de Kirsten Dunst, les trucs un peu chiants où c'est clairement hyper mal amené, c'est super lourd. Et, Ouais, et dans puis le alors- récit, ça fonctionne Et puis pas. alors, quand tu fais parce que quand ton modèle c'est Apocalypse Now, Ouais. tu Faut avoir quand même des balages bien accrochés. Ouais, hein. faut avoir les balles bien accrochées parce qu'il y a quand même 2-3 plans avec des hélicoptères Ah oui, oui. qui sont Apocalypse Now à fond. Puis même Un peu cheap. même la structure narrative du film, hein, je veux dire, voilà, Remonter. voilà où ils remontent, alors ils descendent là, mais enfin bon, voilà, c'est la même chose quoi. C'est-à-dire que voilà, ils font tout un truc, ils rencontrent des personnages au fur et à mesure et ça montre, oh mon Dieu, que la guerre c'est pas beau quoi. La guerre ça rend fou les gens. Quelle saloperie. Voilà. Et c'est vrai que ça, il y a des amorces de scènes en fait, mais qui sont pas, tu vois, c'est des trucs, ils mériteraient peut-être d'avoir moins d'étapes, mais peut-être des scènes plus longues en fait quoi. Tu vois la scène avec les snipers, tout ça, il y a des setups en fait qui sont pas mal, moi je trouve, mais qui mériteraient c'est ça, en d'être un fait. peu plus, Toutes les un peu plus scènes, développées quoi. toutes les scènes ont le même problème que le film en son entier, c'est qu'il y a des embryons d'idées ou en tout cas un principe qui pourrait être intéressant et qui n'est jamais mené à bout. Oui, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire c'est que des intros, c'est que des prologues en fait. Chaque même la fin du film finalement où on voudrait faire un questionnement moral sur la position du journalisme, mais finalement en fait là pour le coup il prend parti par le biais du perso de Wagner Moura quand il voit le président juste avant l'issue du film. En fait là il prend position pour un camp comme finalement pour dire ouais mais parce que ma morale justement le petit démocrate me dit de dire que finalement c'est peut-être la meilleure solution. Donc à la fois un côté démocrate mou et réactionnaire. Ouais, c'est vrai que oui. Oui, ça se termine par une scène un peu à la 24 heures. Ouais, c'est ça exactement. Jack Bauer infiltre à la Maison Blanche. Ouais, voilà, c'est un peu bizarre, mais qui finalement est une des meilleures parties du film. Oui. C'est quand le film devient de droite, en fait, c'est qu'il devient bien. Quand en fait finalement c'est quand il révèle sa véritable quand il révèle nature. sa vraie nature, c'est là que ça devient un peu mieux quoi. Et en fait, c'est vrai que tu vois, pareil, en regardant le film, je me disais, je pensais au Fils de l'homme quoi, de Cuarón, Ah bah clairement. qui est autrement mieux quoi, je trouve quoi, en termes de
d'émotion, quoi. Tout simplement en termes Oui. d'émotion, c'est-à-dire en termes de Attachement au d'avoir personnage. d'attachement au personnage, de Tetris quand il meurt, et là, ok, c'est horrible la guerre, quoi, tu vois. Et là, je trouve que c'est à force de pas vouloir trop mettre D'autant le qu'en pied plus, dans ouais, les Fils de pas l'homme, ça draine quand même plus ou moins les mêmes trop- ouais, problématiques. bien sûr, le fascisme, enfin, L'immigration, l'immigration, le nationalisme, ouais. le renfermement d'un pays sur l'arbitraire, sur lui-même, exactement. Ouais. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est un film qui pâtit un petit peu de ces modèles, en fait, quoi. C'est ça aussi, quoi. C'est que, alors, est-ce qu'il a voulu manger une trop grosse part, Alex Garland? Je sais pas, mais c'est vrai que, bon, après, c'est pas lui qui a écrit le scénar, non? C'est pas lui qui a écrit le scénar. Je crois qu'il a coécrit, mais Bon, voilà. Ouais, il faudrait faire des trucs un peu plus spontanés, en fait, quoi. C'est du cinéma un peu plus spontané, quoi. On va reparler du Dev Patel, qui est loin d'être parfait, mais pour moi, qui a un quota sympathique, quand même, un quota sympathie un peu plus fort. On va en reparler. ouais, on on en va en parlera, mais parler qui effectivement est plus sincère, je trouve, que le film de Garland, qui fait vachement hypocrite en se donnant des airs de pas y toucher, mais qui pourtant aimerait bien aller dans un truc justement de bœuf, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu paralysé par sa propre prétention. Ouais, mais je dis, c'est du cinéma à la Nolan, quoi. C'est-à-dire que c'est tout ça, il y a du gore, mais du gore clean quelque part. Ouais, c'est quoi. ça, tout est propre. Il y a quelques scènes d'infiltration où les mecs se tirent dessus, puis tu regardes, t'es ouais. Mais c'est vrai que, et après c'est vraiment dommage parce que par ailleurs la facture du film est pas mauvaise, tu vois, c'est pas un film laid, même s'il y a certaines scènes, moi je trouve qu'ils sont un peu too much. La scène de la traversée de la forêt par exemple, j'ai trouvé un peu j'avais déjà oublié ça. Le fait de mettre des ralentis tout le temps, bon voilà, bref, mais sinon voilà, il y a quelques scènes, voilà, je te dis cette scène de camp de réfugiés, voilà, enfin l'attaque finale, enfin voilà, il y a quand même je trouve qu'il y a des bons, une bonne photo, bon décor, une utilisation de la musique qui est plutôt bien, moi je trouve. Ouais, je trouve un peu lourdeau avec des choix de chansons parfois pas très originaux ou malins, mais c'est après voilà, je sais pas, c'est marrant, il y a un peu de Andrew Nicol aussi, tu vois, chez ce mec-là, sauf que devient Andrew Nicol, pas grand chose malheureusement, sauf qu'Andrew Nicol, ces deux trois premiers films étaient bien, quoi. Andrew Nicol, quoi. Moi je sais que je suis un grand fan de Simone, moi que j'aime beaucoup, quoi. Voilà, mais c'est vrai que voilà, là t'as l'impression qu'il arrive un peu après tout le monde, quoi, ce film-là, quoi, en fait. T'as l'impression qu'il arrive un peu, pas aussi subversif que le Jeu Dante. C'est un film qui a déjà 10 tu ans. vois, pas aussi réac que l'Aube Rouge, mais moins fun du coup. C'est plus compliqué que ça, l'Aube Rouge, mais on a déjà parlé. C'est bien réac, oui. Mais par contre c'est fun à regarder. Fun à regarder, l'Aube Rouge, contrairement à son remake qui est sinistre. Ouais. Mais l'original est plutôt rigolo à regarder. Enfin, plutôt rigolo. Il est plutôt pas mal foutu à regarder, en fait. Voilà. Il est rythmé et aussi, surtout, il est bien écrit. C'est-à-dire qu'il y a des vrais personnages, il y a des vrais dialogues, il y a des vraies situations un peu dramatiques. Donc moi. Et beaucoup plus malin, justement, d'un film qui voudrait montrer une guerre sur le sol américain, justement. Alors peut-être que c'est ça qui l'a paralysé aussi. Je me dis, c'est une espèce de vouloir faire, il faut que ça soit réel, il faut que ça soit réaliste, il faut que ça soit réaliste. Et peut-être justement, effectivement, c'est sans doute assez réaliste sur la vie de gens dans un climat comme ça, quoi. Mais du coup, sauf qu'en plus, le truc que ça s'appelle Civil War, donc sur le sol américain, ça pourrait se passer n'importe où, ça changerait strictement ça rien. pourrait être un film de guerre, effectivement, qui se passe en Afrique, ça serait la même chose, quoi. Parce que t'as aucune spécificité, justement, d'un Américain culturel, contemporain, ou culturel, ouais, ça pourrait être. Du coup, vraiment, ça ne prend aucun risque. C'est des films d'eau plate. Ouais, c'est vrai que c'est pour les gens qui adorent l'eau plate et. C'est pas désagréable à regarder, par contre ça va être oublié assez vite, quoi. J'ai vu il y a une semaine déjà, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé déjà, ensuite j'aurais dû prendre des notes. Donc voilà, Civil War de Alex Garland, actuellement dans les salles. On va passer à toute autre chose, on va aller vers la bagarre en Inde et avec un homme singe. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Toots and the Maytals avec Monkey Man. Vous aimez Docteur Toots and the Maytals? Je suis pas un fan de reggae, moi. Oui, je sais bien, mais il y a parfois des exceptions. Mais c'était pas désagréable du tout comme morceau. Ça va. Ça va. Je pourrais en passer d'autres. Mon snobisme s'en accommodera. Très bien. Et donc de Monkey Man, il en est question justement dans Monkey Man. Ça tombe bien. Premier film réalisé par l'acteur Dev Patel et qui est sorti la semaine dernière dans les salles françaises. Une production Jordan
Jordan Peele qui finalement serait un peu le A24 pour les minorités américaines, hein, et qu'on pourrait qualifier un peu, donc Monkey Man, de Elevated John Wick. Parce que donc, si on veut, ouais. À la fois, donc, il y aurait cette volonté de faire de la bagarre, mais avec un truc un peu plus arty ou artiste. Et donc, Dev Patel incarne aussi le rôle principal de ce film, où c'est un petit gars qui n'en veut, un petit jeune qui a une petite vie de merde, il survit dans des boulots à chier, ça a Bombay en Inde, mais le film a été tourné en Indonésie pour, je pense, des questions de fiscale, à mon avis. Fiscale et peut-être de contexte politique qui fait que pour des étrangers c'est plus compliqué de tourner en Inde, mais on y reviendra aussi. Et donc il est évidemment hanté par un passé traumatique. Sa maman est morte salement butée par un salopard. Par un affreux moustachu. Par un affreux moustachu. Un moustachu de toute beauté. Dans le cinéma indien, c'est quelque chose. On respecte les codes. Les moustachus sont quand même quelque chose. Le moustachu est soit second rôle comique, soit le méchant. Exactement. Voilà. Et donc il va décider de infiltrer les milieux où ce flic rôde, puisqu'il est à la fois à coquiner avec un homme politique de premier plan, je pense très largement basé sur Narendra Modi, le Premier ministre indien depuis une dizaine d'années, qui est actuellement court pour sa réélection, qui sera probablement avec des scores staliniens, s'il en est. Et donc avec ce Narendra Modi like et un gourou. Un salaud de gourou. Une saloperie de gourou. Un gourou mignol, comme on dit. Ouais, exactement. On peut dire une saloperie de gourou. Voilà. Qui est bien sournois et qui m'a fait penser à quelqu'un pendant tout le film, je sais pas à qui. C'est un acteur qui m'a fait penser à un acteur. Et donc, en gros, pour accéder à ces deux salopios-là, il va infiltrer une boîte de nuit, dancing select, bordel, voilà, où traînent les puissants. Ouais. Et donc, il commence en bas de l'échelle, engagé comme grouillot, puis après, au fur et à mesure, il va monter les étages, justement, pour pouvoir casser quelques gueules au passage. Et cacher quelques gueules au passage. Mais bon, évidemment, à un moment donné, ça va partir en sucette, et là, il va être recueilli par le gang des tataneurs travestis. Oui. Voilà. Belle idée, on va dire bis, qui pourrait être bis. Bien bisseuse. Voilà, parce que donc en Inde, visiblement, tous les travestis et puis tous les trans sont des bonhommes bodybuildés qui vont péter des bouches. Et qui tranchent des gorges. Mais ça, c'est bien normal. Donc, dire sur un canevas de film de vengeance relativement classique. Donc, je parlais de Elevated de John Wick, puisqu'on aura le droit au fur et à mesure du film à quelques bastons. Et c'est principalement l'intérêt du film, la bagarre, parce que donc j'ai oublié de dire aussi que Dev Patel dans le film est un boxeur amateur qui combat sous un masque de singe. Donc voilà, il fait des combats amateurs où normalement il en prend plein la moule, d'ailleurs, un de mes grands regrets dans le film, c'est qu'à la fin du film, il enlève son masque. Ouais, quand il va taper tous les méchants, il aurait dû garder son masque. Ça aurait été tellement plus cool. Ça aurait été tellement plus fun. Il le plonge dans la javel et puis il ressort tout blanc, tout immaculé. Tu dis putain, mais quel super idée. Finalement, il enlève direct. Ouais, je comprends pas pourquoi il a pas fait ça. Putain. Ouais, mais justement, tu vas dans la bisserie. Là c'est super ça comme et donc le film aussi entre la bisserie et puis l'arty avec un enchevêtrement de flashbacks bien lourdeau, comme si on n'avait pas compris le trauma du personnage, qui du coup alourdit le rythme du film. Et donc le principal intérêt a priori du film, outre que ça se passe en Inde et que des films occidentaux tournés en Inde, on n'en a pas des masses, enfin, en tout cas qui se passe en Inde. Situé en Inde, ouais. Parce que le film donc est tourné en Indonésie, il n'y en a pas des masses. Et ça, même ça, le contexte géopolitique de l'Inde actuelle, il essaie timidement de l'aborder. Et on sent qu'il veut faire quelque chose. Mais il ne va pas du tout au bout de ses idées, parce que justement la critique des castes, des religions et du système politique n'est pas du tout poussée, voire même sur la fin, je trouve, mais peut-être qu'on en reparlera, il y a un côté, on va dire, pas réactionnaire, mais si, quasiment, sur le fait que justement le Narendra Modi il le laisse finalement partir. Donc c'est-à-dire que la merde sociale qu'il a créée va continuer, et lui il était là que pour accomplir sa petite vengeance personnelle finalement. Et donc j'allais dire le principal intérêt du film vraiment c'était la bagarre, et je trouve que même dans cet aspect là le film est raté. Il y a quelques passes de pif-paf qui fonctionnent, notamment, dans les tiers, notamment quand on se tabasse à coups de hache dans la gorge, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, il y a 2-3 plans, il y a 2-3 plans sympas. Mais je trouve que les bastons en fait pâtissent de cette volonté arty, c'est-à-dire que donc, c'est souvent des plans longs où c'est filmé donc à l'épaule, mais où tu as l'impression que le caméraman
ne sait pas ce qu'il soit cadré, du coup il aura toujours du retard sur les coups, et c'est pas comme si c'était dire un choix de mise en scène de la part de Dev Patel, parce que c'est pas Shark non plus quand il veut juste capter des mouvements du flux durant les combats. Là c'est juste que j'ai l'impression que c'est pour donner un côté un peu brut, un peu brouillon, et accentuer la violence des coups, alors que je trouve que du coup ça fait l'effet exactement inverse. Je trouve que la violence des coups en fait amoindrit absolument la violence qu'il voudrait donner à ces combats-là, et du coup en plus qui est accentué par des chorégraphies que je trouve assez répétitives, un petit peu comme dans les John Wick justement, où il y a toujours le même système de baston. C'est un peu le même problème que John Wick, c'est-à-dire que moi je suis très preneur, les films de baston, avec des vengeances, il faut pas le faire chier le mec, parce que sinon il tue à coups de poing. On est conciliant quand c'est moi je suis très très bon client, tu vois, on est très mais content. c'est toujours, mais de toute façon c'est pour moi encore une fois, on retombe inévitablement sur comment dire, l'amendement The Northman, quoi. C'est-à-dire des films de Robert Eggers, des films qui veulent pas être des films, qui veulent pas être ce qu'ils sont en fait, des films qui veulent pas être des films de série B, et qui du coup retirent tout le fun en fait de ce genre de film là, quoi. Je veux dire, ce qui fait le fun justement d'une série B, tu vois, on parlait de Hitcher et tout ça, c'est qu'il y a aussi des moments grotesques, il y a aussi des moments drôles, il y a aussi des moments, sorties de route, des trucs un peu cringe, des trucs un peu cringe, des trucs, voilà, c'est un peu bancal, mais c'est bancal. Et le problème, c'est que ça, c'est un truc que tu peux pas calculer en fait. C'est-à-dire que c'est un truc que tu le fais et puis voilà, ça marche ou ça marche pas. Et là, en fait, tout le monde est tellement conscient en fait de ce qu'il fait. Et Dev Patel, moi, je remets pas en cause sa sincérité. D'une part, je pense je sens bien on sent qu'il s'amuse bien, et je pense qu'il s'amuse bien aussi en tant que réalisateur, parce que c'est vrai que c'est un film qui est très monté. Moi, j'ai trouvé d'ailleurs il y a certains moments que ça méritait peut-être un peu plus respirer le film, parce que c'était un peu cut quand même. Mais avec des bons plans, avec des moments, moi j'ai trouvé qui sont avec des moments que j'ai trouvé pas mal, avec des scènes effectivement, tu vois, la scène d'entraînement avec les tablasses, justement ça c'est de la série B, parce que c'est un vrai truc c'est c'est le combattre en musique avec puis le morceau est sympa, enfin voilà, tu vois, voilà. Il y a tout en plus un truc un petit peu cheesy qui monte, où les mecs se regardent, ouais vas-y c'est bien Coco, vas-y tape bim boum, c'est pas mal, il y a un truc de tension qui monte peu, c'est un peu, tu vois, toute la scène où il va tirer au flingue sous un pont, sur des affiches de Cinoche, je sais que c'est marrant, il y a un plan qui m'a marqué, il y a une scène avec un aquarium au début, il y a une des premières grosses bastons, il y a un aquarium, et à un moment donné il y a dans les toilettes, et donc à un moment donné il y a je sais plus s'il tire ou s'il balance un des mecs contre l'aquarium, et tu vois juste un gros plan sur le poisson qui est agité par un truc, tu vois, il y a des j'ai trouvé que c'était quand même, je trouve que voilà, c'est brouillon en fait, quoi. C'est ça. Il faudrait réfléchir à un moment donné dans les films sur cette passion pour faire des bastons dans des chiottes, parce qu'il y en a quand même pas mal en tout cas. Et puis quelque part arrêter avec les néons, quoi. Là c'est bon, au bout de 4 John Wick, ça va. Et c'est vrai que la fin, c'est très néonesque, quoi. C'est du néon porn. C'est du néon porn. Et voilà, bon, c'est vrai que bref. Mais après. Et c'est pareil, c'est un peu dommage parce qu'il y a un côté social, tu vois, qui est un peu exprimé au début, tu vois, à l'aide de quelques plans, notamment une scène, voilà, où il y a un porte-monnaie qui est volé, un portefeuille qui est volé, qui arrive jusque dans les mains de Dev Patel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour essayer de montrer un petit peu, montrer comment ça fonctionne, tout l'inframonde, la rapide et tout. Voilà, des plans avec les buildings et puis les bidonvilles au départ. Enfin voilà, tu vois, il y avait, effectivement, il y a un truc. Mais tu sens qu'elle apparaît effectivement comme avec son gourou maléfique et puis son homme politique véreux, il n'a pas envie d'aller trop loin. Et que la critique sociale et puis la critique politique, finalement, ça serait juste un décorum, et que ça n'aurait a priori pas d'incidence sur le destin du personnage. Alors qu'en plus, tant que ça, effectivement. Alors que normalement, si, parce que si le fait que par exemple il soit recueilli par les tataneurs travestis, ça a une incidence parce qu'ils sont représentés comme des parias de la société, tout ça, donc vraiment ça semblerait logique finalement qu'il aille vers eux. C'est vrai que c'est pas très clairement exprimé l'idée de superposition en fait entre la vengeance et la solidarité sociale. Parce que pendant tout le film, comment les deux pourraient pendant tout le film, il pense que à sa vengeance personnelle. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, il ne l'exprime pas, en tout cas. Effectivement, c'est vrai qu'il y a une répétition de la truc, puisque les traves, ils risquent d'être chassés aussi du lieu qu'ils occupent. Enfin voilà, il y a tout. Donc là, il y a une superposition, quoi. Puis tu vois, ils laissent de l'argent, tout ça. Donc voilà, on peut imaginer que voilà, il y a une certaine conscience. Il y a une certaine conscience, mais c'est vrai qu'il l'exprime assez peu, en fait. Mais de toute façon, il reste assez. Il est assez mutique. Il reste assez greux, voilà. Il reste assez greux, mais il le fait pas si mal. Enfin.
moi j'étais content de le voir. Je trouve ça sympa de voir ce mec qui est pas connu spécialement pour ses rôles athlétiques, se dire tiens je vais faire un film de baston. Il y a un côté Vanity Project dans ce truc-là. C'est attention, je vais faire mon John Wick. Acteur, producteur, scénariste. Ouais, mais quelque part je peux pas lui reprocher d'avoir envie de s'amuser. Le mec il est suffisamment connu pour pouvoir se permettre ça. Bon après on n'est pas obligé d'aller voir le film, effectivement, hein, c'est un peu dispensable, hein, mais moi j'avoue que j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça bordélique, j'ai trouvé ça brouillon, j'ai pas trouvé ça déplaisant. Voilà, D'autant plus que c'est marrant parce que clairement son influence plus que les films d'action indiens des 10 dernières années, ça serait plus vers la Corée du Sud et vers un certain cinéma américain justement, c'est moderne. Donc, cinéma indonésien, oui, voilà, c'est ça. Ouais, des trucs comme ça. Mais sans avoir, je trouve, la sécheresse. La sécheresse, la mise en scène et justement tout le côté critique social qui en général se mêle avec les films. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce... Ouais, après avoir, hein, mais après je me dis, du coup, en fait, à voir ce qu'il pourrait faire ensuite, quoi. Maintenant qu'il a tout mis, maintenant qu'il a éjaculé quelque part son film. Parce qu'en fait, du coup, ça donne en fait une patine presque déjà passéiste. Et puis on a l'impression qu'il essaye de mettre plein de trucs en fait, tu vois, visuellement, même dans son film. On sent qu'il essaye plein de trucs. Donc peut-être par la suite, s'il continue, tu vois, d'avoir un truc plus posé, quoi, tu vois, plus rêche, quoi, tu vois, plus sec, quoi, comme là c'est là il se repose encore un peu trop sur son baroque, tu vois, sur le baroque de l'image pour dissimuler le fait que voilà, c'est pas le meilleur film de baston que la Terre ait jamais porté, mais c'est pas pour autant un film totalement déshonorant non plus. Moi j'ai pas trouvé que c'était ridicule, par exemple, quoi, tu vois, j'ai pas trouvé ça. D'autant qu'en film de baston, moi pour le coup j'attends cette année le nouveau film de Gareth Evans, le réalisateur de The Raid 1 et 2. Autant The Raid, le premier, là je l'ai revu, j'en suis toujours pas fou parce que justement le système des bastons est aussi assez répétitif, mais dans le 2 pour le coup il y avait notamment une scène de baston dans un car de flic, dans un fourgon de flic, avec une poursuite en voiture, que là il essaye de refaire et fonctionne beaucoup moins bien, alors que dans The Raid 2, putain, c'est vénère. Et pour le coup, c'est hyper bien découpé. Ça se bastonne, mais vraiment comme des brutes, parce que Iko Uwais, c'est un petit nerveux là, qui fout les coups de tatane comme un sale bâtard. Et là, pour le coup, c'est vrai que dans The Raid 2, et pour le coup, ça fait vraiment mal dans The Raid 2. Mais The Raid 2, t'es mieux que The Raid 1, de toute façon. The Raid 1, t'as l'impression que c'est vraiment le brouillon. Ouais. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de The Raid, en fait. Parce pas de Bayard, parce que je parle donc de Gareth Evans, qui normalement sort son nouveau film cette année avec Tom Hardy, film qui a tourné au Pays de Galles, donc son pays d'origine, où Tom Hardy va plonger dans les bas-fonds du crime du Pays de Galles pour genre aller foutre des coups sur la gueule. Il va y avoir de la mâchoire pétée, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, pour le coup, tu vois, ça m'intrigue déjà plus. Déjà parce qu'en termes de filmage, en termes de chorégraphie de l'action, je trouve que c'est quelqu'un qui est plus doué. Lui, il comprend. Lui, il comprend. Il comprend vraiment comment ça se passe. Dev Patel, il a encore un peu du mal. Et puis il y a ce côté un peu kitschouille, tu vois, un peu justement comédie musicale, tu vois. Oui, mais qui est pas poussé non plus, tu vois. La musique a quand même un rôle assez important. Hein. Il y a quand même beaucoup de scènes en musique, quand même. Donc tu sens que c'est un tropisme quand même. Mais je trouve il y a une espèce de forme de vulgarité musicale que j'ai trouvé assez plaisante, moi, plus dans le film, qui va assez bien avec le milieu dans lequel ça se passe. Le milieu des putes de luxe, des hommes politiques véreux, enfin des hommes non, politiques. Mais ça devient pas, tu vois, il y a une espèce de pas d'histoire d'amour, mais on va dire de rencontre avec justement une des prostituées de luxe. Et je trouve que ça, il a le bon goût de pas faire tourner ça à la romance mièvre, en fait. Tu vois, ça reste assez platonique, ça reste assez pudique, assez platonique, voilà. Et c'est des moments justement là où il peut exprimer un peu plus justement de l'altérité, quoi, tu vois, de l'altruisme, de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que sinon il est assez monolithique. Oui, et puis comme en plus les autres personnages, notamment les antagonistes, sont quand même clairement des gens très méchants. C'est des salauds, c'est des sales types. Donc ils méritent ce qui leur arrive, mais voilà. Ils méritent d'avoir du détergent dans leur cocaïne. Du détergent dans leur cocaïne, effectivement, et ça n'a pas l'air de faire de bien, ça. Non, et des mises à mort, bien. Bien brutales. Ouais, bien brutales. Merci l'invention de la hache encore. Ouais, de la hache, effectivement. C'est bon, voilà. J'ai pas passé un mauvais moment, pas sûr que je me souviendrai beaucoup de ce film-là dans quelques temps, mais bon, voilà, ça pas. Si vous aimez le pif-paf, c'est pas totalement déshonorant par rapport à un John Wick, par exemple. Oui. Voilà, c'est pas totalement déshonorant. C'est un poil, c'est un ton en dessous. En plus, il y a moins de flingues. D'ailleurs, ça m'a surpris. Tous ces hommes de main et tous ces gardes du corps qui genre protègent le président indien, mais qui n'ont pas d'armes. Ouais, mais c'est comme ça que ça se passe là-bas. On fait tout sans armes. Oui, mais tu vois, au moins dans les films de Jackie Chan, genre tous les mecs qui va combattre, ils ont des flingues, mais au moins ils montrent au début qu'ils les désarment d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que
ça te pose quand même que les mecs en face sont dangereux et que c'est des professionnels parce qu'ils ont des Alors, flingues. est-ce que, bon, en termes de budget et tout ça, est-ce que c'était pas plus simple de le faire à coup de poing, quoi? Mais en Indonésie, des flingues, t'en trouves partout. Enfin, Ouais, mais t'as pas envie de te retrouver, t'as pas envie de te retrouver en mode Alec Baldwin, mise à la retraite, tu vois, d'office, quoi. T'inquiète pas, il reviendra de la retraite en Amérique, ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai, il reviendra sans doute, ça. Il fera son mea culpa, puis il se relèvera une belle histoire de Bah, rédemption. son mea culpa, il a rien fait, le pauvre homme. Bah, il a quand même tué quelqu'un. Oui, il a tué quelqu'un, mais ça. Mais s'il est volontaire, mais quand Involontairement, même. enfin, je veux dire. Oui, enfin, ça. Alors, on ne sait pas. Ça, c'est ce qu'on dit. L'enquête suit son C'est ce qu'on dit. L'enquête suit son cours, exactement. Nous ne voulons pas préjuger. Ne nous mettons pas à la place des juges, s'il vous plaît. Exactement. Donc, Monkey Man de Dev Patel, actuellement dans les salles. S'il en fait un 2, putain, mais porte ta tête de singe quand tu te Ben vois, oui, c'est vraiment carrément, tellement quoi. cool, quoi. Ben oui. Ouais. Monkey Man, il faudrait qu'il soit 2. Ça. Ouais, Monkey Man, il faudrait qu'il soit 2, ouais, ce serait pas mal. Avec un autre acteur, ouais, avec l'acteur qui joue Creed, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, un acteur qui s'est un peu fritonné, tu vois. Ouais, ça serait bien. Pas mal. Ouais, si vous avez besoin, si vous nous écoutez, vous avez besoin d'une idée de scénario, vous nous appelez. Et surtout, bougez moins votre caméra. Voilà, exactement. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde La merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande vérité. merde des Extrêmement merdes. Les coups de cœur, docteur. Et ben moi, ce sera le concert d'Otecre, voilà, que j'ai vu dimanche, pas dimanche dernier. Dimanche en 8, dimanche en 10. Dimanche en 8, voilà, c'est ça. Dimanche en 8 à l'Antipode. C'était très bien. Voilà, c'était très bien. Très bon concert dans le noir. Voilà, c'est leur électro, concept. électro bien brutal. Voilà, donc très beau concert et un très beau moment. Moi qui suis pas du tout un fan d'électro, j'ai été tout à fait convaincu. Très bien. Alors moi, du coup, je vais mettre un autre concert que j'ai vu la semaine d'après, je crois, à l'Antipode. Donc c'est Lancôme, les Irlandais qui venaient défendre leur dernier album sorti l'année dernière. Comme d'habitude, c'était absolument formidable. C'est toujours un énorme plaisir de les voir sur scène. Sinon, ce sera les derniers... les specials en date de South Park pendant leur saison 28 avec Joining the Panderverse, toutes les questions du multiverse et dont ils se foutent de la gueule. Et comme on en parlait en off avec Erwan, ils sont toujours sur le fil d'être réactionnaires. Ils arrivent toujours à se rattraper pour donner, là pour le coup, la meilleure critique de l'Amérique contemporaine. Prends des notes, Alex Garland. Et sinon, ce sera E God Game de Spike Lee que j'ai découvert pour la première fois. Sur le basket. Film sur le basket et la rédemption, qui est quand même pas mal du tout, avec toujours Avec Denzel. chez Spike un super casting et ça joue super bien. Et Avec Denzel, pure bande hein, son, c'est avec Denzel, Denzel dans le rôle principal effectivement, et plein de basketteurs si vous aimez les gens qui font pop pop hop panier basket, enfin ce genre de trucs comme ils font en Amérique, et à Villeurbanne aussi. Oui. Voilà, pensons au club de basket de Villeurbanne. Voilà, on va s'arrêter là. Merci docteur, merci Margot à la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.